nous allons plonger directement sur le langage de définition de schéma XML. Alors, on va voir que en réalité, le XML schéma joue à peu près le même rôle que la technologie des DTD au niveau de XML. Parce qu'on a vu avec les DTD qu'on avait la possibilité de pouvoir décrire l'ensemble des informations qui devraient être contenues dans une instance de document XML. Donc, la DTD nous permettait de nous prononcer sur la validité ou pas d'une instance de document XML. Autrement dit, la DTD permet de voir quelles sont les autorisations qui sont définies, acceptées dans une instance et les choses qui sont interdites à l'intérieur d'une instance. Pour le XML schéma, c'est à peu près, ou en tout cas, c'est exactement la même chose. On va voir que la technologie XML schéma nous permet de pouvoir décrire un schéma, c'est-à-dire des informations qui devraient être contenues dans une instance de document XML. C'est une recommandation du World Wide Web Consortium depuis mai 2001. Elle nous permet ou consiste à définir une méthodologie de description de documents XML autrement que par les DTD. Parce qu'on a vu qu'avec les DTD, vous vous êtes rendu compte que ce qu'on fait pour décrire un document XML avec les DTD, ce n'est pas du XML. C'est-à-dire qu'on utilise quelque chose d'autre que du XML pour pouvoir décrire un document XML. Maintenant, cette fois-ci, on va utiliser une autre approche qui va se baser sur du XML pour décrire des données, pour décrire une instance de document XML. D'ailleurs, même dans nos explications, on y reviendra. C'est la raison pour laquelle on va dire dans la suite que les informations ou les données qui sont contenues dans un fichier XML schéma sont des métadonnées pour les instances de documents XML, parce que ce sont des documents XML qui décrivent des documents XML. Alors, l'approche donc de XML schéma cherche à résoudre plusieurs problèmes liés au DTD, dont l'épine dorsale et le fait qu'un DTD n'est pas un document XML. Ça, c'est clair pour nous tous. Nous avons vu un petit peu que pour pouvoir décrire avec les DTD une instance de document XML, on utilisait autre chose que du XML pour le faire. En conclusion, donc, il était nécessaire de connaître les DTD qui ne sont pas en réalité qui ne sont pas du XML schéma, mais également aussi, pour certains, bon, heureusement, de plus en plus, ce n'est plus le cas, mais de disposer d'autres outils ou d'autres éditeurs pour pouvoir manipuler le document qui permettait de pouvoir décrire l'instance de document XML. Bon. Actuellement, ce n'est plus le cas parce que l'ensemble des éléments, l'ensemble des éditeurs pratiquement que l'on utilise pour éditer un fichier XML peuvent être utilisés pour aussi éditer un document ou une DTD. Alors, un document XML schéma, donc, est un document dont l'objectif est similaire à une DTD, mais sous la forme d'un document en XML. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux le même objectif, mais la différence fondamentale entre un document XML schéma et un DTD est le fait qu'une DTD n'est pas du XML au moment où le XML schéma est du XML. Plus clairement, donc, c'est un document XML qui décrit un document XML. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on dit que les informations ou les données d'un document XML schéma constituent un métadonnées ou des métadonnées pour les données constituant une instance de document XML. Donc, c'est à peu près ça. Donc, XML schéma est un document XML qui utilise un ensemble de balises déjà définies au sein de la recommandation W3C pour pouvoir décrire une instance de document XML. Attention, j'avais dit dans nos chapitres introductifs que avec XML, on a la latitude de créer nos propres balises. J'avais dit par contre qu'il faut faire très attention, les technologies qui sont déjà développées et qui sont basées sur du XML, ces technologies-là, quand vous les utilisez, vous êtes obligé de vous conformer à leur description. Autrement dit, une technologie déjà développée sur du XML, pour pouvoir utiliser cette technologie, vous êtes obligé d'utiliser les balises de cette technologie. Il n'est pas dit que XML schéma, puisque c'est du XML, je vais moi-même créer... Non, XML schéma est déjà prédéfini avec ces balises qui existent déjà. Donc, pour pouvoir faire du XML schéma, vous êtes obligé de connaître l'ensemble des balises qui sont définies avec XML schéma et le rôle de chacune de ces balises pour pouvoir maintenant créer vous-même votre propre schéma. C'est ça le truc. Donc, ça veut dire que vous allez utiliser du XML pour créer vos propres
votre propre vocabulaire, vous allez utiliser du XML pour créer, vous allez utiliser du XML pour créer vos propres éléments. Vous allez utiliser aussi du XML pour pouvoir, par exemple, décrire le comportement des différentes informations qui devraient être contenues dans une instance de document XML. Alors, le but maintenant d'un schéma est de définir donc une classe de document XML. Il permet de décrire les autorisations d'imbrication, comme nous avons vu avec les DTD, et l'ordre dans lequel les éléments devraient apparaître, et leurs attributs aussi. Donc, tout comme on a l'habitude de faire avec les DTD. Mais il permet d'aller au-delà, on y reviendra. Un premier point intéressant, donc, on l'a déjà dit, est le fait que, un premier point intéressant est qu'un fichier schéma XML ou un fichier XML schéma est un document XML. Voilà, ça veut dire qu'on va rester sur du XML. Cela permet à un tel document d'être manipulé de la même manière que n'importe quel autre fichier XML. Ça veut dire qu'actuellement, si vous devez utiliser du XML schéma pour décrire une instance de document XML, vous n'êtes pas obligé de connaître autre chose que du XML pour le faire. Non, parce que simplement, le document XML schéma étant du XML, vous allez utiliser du XML pour décrire des informations ou en tout cas un autre document XML. Alors, comme tout document XML, on a vu ça, un schéma XML ou un XML schéma commence toujours par un prologue et un élément racine. Comme tout document XML, un schéma XML commence par un prologue et un élément racine. On avait dit dans les chapitres précédents que pour qu'un document XML soit bien formé, il faut qu'il ait au moins un élément racine. Hein? Et donc, puisque XML schéma, un fichier XML schéma est un document XML, il doit impérativement avoir, en plus de son prologue qui est optionnel, un élément racine. L'élément racine d'un document XML, c'est l'élément schéma. Alors, précédez maintenant ici de XSD. En principe, ça ne doit pas vous étonner. On l'a déjà vu. Le XSD que vous voyez ici, c'est ce même XSD que vous voyez ici. Ça nous rappelle un petit peu la notion d'entité ou bien ce qu'on a fait dans les chapitres introductifs, lorsqu'on parlait un petit peu de conflit de noms avec les entités, avec XML. On avait vu que lorsqu'on importe plusieurs éléments à l'intérieur d'un même document, il peut y avoir des conflits de noms. Et que pour lever ces conflits de noms-là, on pouvait faire appel à ce qu'on appelle des espaces de noms. Ce sont ces espaces de noms-là, maintenant, qu'on utilise aussi avec du XML schéma. Parce que si vous vous rappelez très bien, ici, par exemple, avec l'espace de noms, on avait dit que, par exemple, là, j'ai défini ici un espace de noms préfixé livre. Voici son adresse. Et cela voudrait dire simplement que tous les éléments qui sont issus de cet espace de nom-là, de cette URL, donc, devront être précédés par le préfixe livre. Donc, à l'intérieur de cette instance, si je vois un élément qui est préfixé par livre, cela veut dire que le sens ou la définition de cet élément est à chercher dans cet espace de nom. Ici, par exemple, cet élément n'a pas de préfixe. Puisqu'il n'a pas de préfixe, son sens est à chercher à l'intérieur de l'instance ou de l'élément ou du fichier XML schéma qui le contient. Mais par exemple, tous les autres éléments qui sont là, année, il y a un préfixe livre, éditeur, il y a un préfixe livre, auteur, il y a un préfixe livre, etc. Leur définition ou leur signification devrait être vue, en tout cas, on doit chercher leur définition à l'intérieur de l'espace de nom préfixé qui les définit. Ici, c'est exactement la même chose. Par exemple, si je prends mon document qui est là, je vois ici, par exemple, XSD2.schéma. Je vois heureusement ici XML namespace 2.xsd. Cela veut dire qu'en réalité, l'élément racine d'un document XML, on pouvait le dire, hein, c'est simplement l'élément schéma. Mais il est préfixé donc avec XSD. Des fois, dans la littérature, vous verrez que ce ne sera pas XSD, mais ça va être XS, par exemple. Mais c'est la même chose.
Quand vous voyez ici XS, vous verrez pour tous les éléments de XML schéma, XS aussi. Voilà. Donc, si vous voyez ici XSD, vous verrez ici XSD pour tous les éléments de votre document XML schéma. Si vous voyez XS, vous verrez XS pour tous les éléments de XML schéma. Donc, ça, il faut le retenir dès le départ. C'est les espaces de nom. Donc, vous voyez ici que ce document-là, XML schéma, il a son prologue, il a son élément racine. Maintenant, à l'intérieur, entre la balise de début, XML schéma, et sa balise de fermeture correspondante, on fera ici l'ensemble des déclarations des éléments et des attributs de notre XML schéma, ou autrement dit, de notre DTD si on était sur les DTD. Alors, on a vu depuis le départ que pour un document XML schéma ou bien pour un schéma, on avait deux choses. On avait soit à déclarer des éléments ou des attributs. Maintenant, les éléments, on avait vu qu'il y en avait plusieurs, en tout cas, il y avait plusieurs types d'éléments. Il y avait ce qu'on appelle des éléments complexes, il y avait aussi ce qu'on appelle des éléments simples. Après, il y a eu des attributs, etc. Maintenant, avec XML schéma, on a vu avec les DTD comment on déclare un élément. On a vu que, par exemple, avec les DTD, pour déclarer un élément, vous mettiez inférieur, point d'exclamation, element, le nom de l'élément, ensuite le type et sa valeur par défaut s'il a une valeur par défaut. Avec XML schéma, pour déclarer un élément, on utilise la balise XSD2.element ou bien simplement la balise element préfixée par XS ou XSD. De plus en plus, la plupart du temps, ce qui est le plus utilisé, c'est XS. Voilà, plusieurs éditeurs utilisent XS. Donc, si vous voyez XS, ne vous étonnez pas. Donc, pour pouvoir déclarer un élément, vous mettrez simplement XS ou XSD2.element. C'est cet élément-là qui vous permet de déclarer un élément. Alors, comment on le fait? Par exemple, ici, à l'intérieur de mon document XML schéma, avec donc balise d'ouverture XSD2.schéma, sa balise de fermeture correspondante, on a dit qu'entre les deux, vous mettrez ici l'ensemble des déclarations. Alors, ici, par exemple, je fais XSD2.element, name égale à contact, type égale à, et je mets le type de contact. Ici, cette ligne signifie simplement que je suis en train de déclarer un élément dont le nom, je suis en train de déclarer un élément dont le nom est égal à contact, donc je déclare ici un élément contact, dont le nom donc est égal à contact, et son type est égal à type contact. Après, on peut nous dire c'est quoi type contact. Bon, ça, on y reviendra. Un autre plus simple, là, cette ligne me permet de déclarer un élément qui s'appelle remarque, donc name égale remarque, et dont le type est égal à chaîne de caractères, XSD string. Donc, voilà un petit peu pour introduire comment est-ce qu'on déclare un élément avec XML schéma. Donc, on utilise la balise element préfixé. L'attribut name permet de donner un nom à l'élément qu'on est en train de déclarer. Et l'attribut type permet de donner un type à l'élément qu'on est en train de déclarer. Donc ça, au moins, vous vous retrouvez. Ça, c'est le nom de la balise. XSD2.element, c'est le nom de la balise. Name, c'est un attribut dont la valeur ici est égale à ça. Type, c'est un attribut dont la valeur est égale à ça. Ici aussi, exactement pareil. Là, je déclare, ici, ça, c'est le nom de l'élément, ou bien le nom de la balise. Il a un attribut qui s'appelle name, dont la valeur est égale à remarque, ici, et dont le type est égal à XSD2.string. Ça, si vous voulez, pour faire simple, par exemple, le dernier, là, le deuxième, en DTD, vous alliez mettre simplement inférieur, point d'exclamation, element, name, et inférieur, point d'exclamation, element, remarque, ensuite vous mettez son type, par exemple, PCD. PCD. C'est exactement la même chose. Donc, ici, on nous dit, chaque élément déclaré est associé à un type de données via l'attribut type. Donc, quand je déclare un élément, je déclare ici un élément contact, dont le nom est égal à contact, il doit être associé à un type, donc je mets type égal à type contact. Donc, son type doit être précisé avec l'attribut type. Donc, chaque élément déclaré est associé à un type de données via l'attribut type. Les éléments pouvant contenir des éléments enfants ou posséder des attributs
sont dits de type complexe. Ça, on l'avait déjà vu avec les DTD. Donc, tout élément susceptible ou capable de pouvoir contenir d'autres éléments, ou bien tout élément ayant un attribut, est défini comme étant un élément complexe. Tandis que les éléments n'en contenant pas, c'est-à-dire un élément qui n'a ni d'attribut, ni de sous-élément, peut être vu comme un élément simple. S'il y a des questions ou bien s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me stopper. Alors, on a vu un petit peu, ou bien on a introduit un petit peu, comment est-ce qu'on déclare un élément avec XML schéma. Donc, je répète, pour déclarer un élément avec XML schéma, on utilise la balise element. Son attribut name permet de définir le nom ou permet d'annoncer le nom de l'élément que l'on veut déclarer. Et son attribut type permet de donner un type de données à l'élément que l'on est en train de déclarer. J'ai dit dans l'introduction que, en plus des attributs des éléments, il y a aussi dans un document XML des attributs. Donc, vous avez deux choses. Soit vous avez des éléments, soit vous avez des attributs. On a vu un petit peu comment est-ce qu'on peut déclarer un élément dans un document XML. Maintenant, comment est-ce qu'on déclare un attribut? Maintenant, contrairement aux éléments, un attribut ne peut pas être complexe. Un attribut est toujours simple. Un attribut, pour un document XML, c'est toujours simple. On l'a vu avec les DTD. Les attributs, en général, on met un attribut égale valeur. Voilà. Un attribut, pour faire simple, un attribut ne peut pas contenir un autre attribut, ou bien un attribut ne peut pas, voilà, ne peut pas contenir un élément. Il est inimaginable. Voilà. Cela signifie donc que les attributs, comme avec les DTD, ne peuvent contenir d'autres éléments ou attributs, comme je viens de dire. De plus, les déclarations d'attributs doivent être placées après la définition du type complexe. Ça, je pense que vous l'avez un petit peu compris parce que simplement, on a vu que pour déclarer un attribut, par exemple, avec les DTD, on mettait point d'exclamation at list, on met le nom de l'élément, pas le nom de l'attribut, mais on met d'abord le nom de l'élément qui doit contenir l'attribut avant de mettre le nom de l'attribut suivi de son type. Avec le XML schéma, c'est exactement la même chose. Un attribut est forcément simple. Un attribut est contenu dans un élément. Alors, un attribut doit être déclaré à l'intérieur d'un élément complexe. Et l'intérieur d'un élément complexe, c'est avec XSD complexe, complexité. Voilà. Alors, donc, si vous regardez très bien ici, j'ai ici, par exemple, un élément qui s'appelle remarque, un élément dont le nom est égal à remarque, avec un type donné. Si je mets ça, cela veut dire que cet élément remarque que je suis en train de déclarer ici ou d'annoncer ici, c'est un élément complexe, donc je l'annonce avec XSD complexe type, ici contenant un attribut. Pour déclarer un attribut, c'est avec, pour déclarer un attribut, son attribut, c'est-à-dire l'élément XSD attribute, a un attribut, ce n'est pas une répétition. L'élément ici où la balise s'appelle XSD attribute, ou bien attribute préfixé par XSD. Name est un attribut de cet élément et annonce le nom de l'attribut que je veux déclarer. Ici, je déclare un attribut dont le nom est égal à date.com et dont le type est égal à un type date. Je répète, pour pouvoir déclarer un attribut, je le fais avec la balise attribute. La balise attribute vous permet de déclarer un attribut. Cette balise attribute a un attribut qui s'appelle name. Cet attribut name, sa valeur est le nom de l'attribut que vous voulez déclarer. Cette balise attribute a un attribut type dont la valeur est égale au type de données de l'attribut que vous êtes en train de déclarer. Donc,
Voilà ce qu'on doit faire ou comment est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir déclarer un attribut. Donc, la déclaration d'un attribut ne peut pas se faire en dehors de la déclaration d'un élément. Elle se fait toujours à l'intérieur de l'élément complexe qui le contient. Je répète, la déclaration d'un attribut se fait toujours à l'intérieur de l'élément complexe qui le contient. Et un élément complexe s'annonce avec XML schéma, il s'annonce avec XSD complexe type ou bien XS2.complexe type. Donc, si vous êtes sûr que l'élément que vous êtes en train de déclarer, après avoir mis XSD ou XS element name égal à le nom de l'élément que vous êtes en train de déclarer, type égal, vous mettez son type. Si vous êtes sûr que l'élément que vous êtes en train de déclarer est un élément complexe, automatiquement, mettez XSD complexe type. Maintenant, à l'intérieur de XSD complexe type ouvrant et sa balise de fermeture correspondante, vous mettrez les sous-éléments de cet élément ainsi que les attributs de cet élément. J'espère que vous avez très bien compris. Donc, voilà comment est-ce que vous devrez faire pour pouvoir déclarer un attribut. Donc, un attribut se déclare à l'intérieur d'un élément complexe. De quel élément complexe? De l'élément complexe qui le contient. Et un élément complexe, on l'annonce après sa définition avec XS2.complexe type ou bien avec XSD2.complexe type. Alors, sur les contraintes d'occurrence, comme dans une DTD, un attribut peut être ou peut avoir un indicateur d'occurrence. Alors, monsieur? Oui. L'élément complexe, vous pouvez me rappeler c'est quoi? Alors, la balise complexe type permet d'annoncer que l'élément que vous êtes en train de déclarer est un élément complexe. Je répète. Lorsque vous déclarez un élément de cette façon, vous voyez ici l'élément XSD 2.element. Vous avez mis ici name égal à le nom de l'élément, son type. Entre cette balise d'ouverture, XSD element, et sa balise de fermeture ici, si l'élément que vous déclarez est complexe, vous devez l'annoncer avec complexité. Si l'élément était simple, vous ne mettrez pas complexité. Et quand je dis si l'élément est complexe, cela veut dire que l'élément devrait contenir des sous-éléments ou bien que l'élément devrait contenir un attribut et ou les deux. Donc, le complexe type permet simplement d'informer votre parseur que l'élément que vous êtes en train de déclarer là, ici, est un élément complexe. Par conséquent, il aura forcément un sous-élément et ou un attribut. C'est bon? Alors. Alors, monsieur? Oui? Dans le cas où, par exemple, ça devait aussi avoir un sous-élément. Donc, on met dans le complexe type XSD 2.élément et on donne le nom de l'élément. Très bien. On va y revenir. Mais il y a quelque chose qu'il faudra rajouter, on va le voir. Mais c'est ce que tu as dit, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Voilà. Alors, donc, l'élément attribut d'un schéma XML ou bien d'un XML schéma peut avoir 3 attributs optionnels. Je vous ai dit que ici, vous avez ça, c'est un élément. XSD attribute, c'est un élément. On vous dit ici qu'il peut avoir 3 attributs. On a vu tantôt on a vu qu'il avait un attribut name qui permettait de donner le nom de l'attribut que l'on est en train de déclarer. Il peut avoir aussi un attribut type qui annonce le type de l'attribut que l'on est en train de déclarer. Maintenant, on vous dit, en plus de ces 2 attributs, name et type pour attribut, vous pouvez avoir use, vous pouvez avoir default, vous pouvez avoir fixed. Alors, quel est le rôle de ces attributs use, default et fixed? Ce sont des attributs qui sont optionnels. Ça veut dire que vous pouvez déclarer un attribut
sans pour autant mettre, par exemple, XSD attribute name égale à le nom de l'attribut que vous êtes en train de déclarer. Type égale le type de l'attribut que vous êtes en train de déclarer. Vous pouvez vous limiter à ça et ça marche. Mais on va voir que vous pouvez ajouter use égale, vous mettez ce que vous voulez, optional ou recurring. Default égale, vous mettez une valeur par défaut, ou fixed égale, vous mettez la valeur ou la constante. On peut aussi les combiner, comme on a dit ici. Des combinaisons de ces trois attributs permettent de paramétrer ce qui est acceptable ou non dans un fichier XML final. Est-ce que l'attribut est optionnel? Est-ce que l'attribut est obligatoire? Est-ce qu'il possède des valeurs par défaut, etc. ou c'est une constante? Ici, par exemple, si je mets XSD attribute name égale à le nom de l'attribut, type égale son type, use égale optionnel, ça veut dire que cet attribut est optionnel pour l'élément qui le contient. Ça veut dire que dans une instance, l'élément peut apparaître avec l'attribut comme il peut ne pas apparaître, puisque j'ai mis use égale optionnel. Maintenant, si j'avais mis use égale recurring, en ce moment-là, l'élément doit être toujours accompagné par cet attribut. Default permet de donner une valeur par défaut. Par défaut. Voilà, la valeur par défaut. Voilà quelques combinaisons. Ici, par exemple, je mets XSD attribute name égale le nom de l'attribut. Type égale, je mets son type. Default, je mets par exemple une valeur par défaut. Anglais, par exemple. Dans la deuxième déclaration, ici, fixe le nom de l'attribut, son type et la constante. Si c'est optionnel, je mets use égale. Ça, c'est valeur par défaut. Ça, c'est constante. Ça, c'est est-ce que l'attribut peut apparaître avec l'élément ou est-ce qu'il peut ne pas apparaître avec l'élément de manière optionnelle. Maintenant, on peut les combiner. On peut dire que l'attribut est optionnel et la valeur par défaut, c'est. C'est ce qu'on a dit ici, je pense. Voilà, ici, on a dit l'attribut est optionnel et sa valeur par défaut est. Donc, vous pouvez combiner default, fixe ou use. En fonction, en tout cas, du comportement que vous voulez que votre attribut ait à l'intérieur d'une instance de document XML. C'est bon? Alors, XML schéma, contrairement au DTD, si vous vous rappelez très bien, avec les DTD, on avait vu que nous n'avions pas la latitude ou la possibilité de dire qu'un tel élément ou un tel attribut est de type entier et de type, voilà, chaîne de caractères, comme on veut, voilà, et de type booléen. On n'avait pas cette possibilité. Ça, vous l'avez avec les XML schémas. Donc, il est typé, comme les langages de programmation classiques que vous connaissez. Vous avez le type string, chaîne de caractères, décimale, entier, les booléens, les dates, et la liste n'est pas exhaustive. Attention! Vous voyez ici, on met toujours XSD 2 points, le type. Si vous ne mettez pas le XSD, alors votre parseur s'attend à ce que vous redéfinissez le type. Parce que vous pouvez dire XSD attribute name égale à langue, type égale, et vous mettez ici un type. Si vous mettez XS 2.string ou XSD 2.string, en fonction en tout cas de votre espace de nom, le parseur comprendra que le type que vous annoncez est un type qui est en principe prédéfini en XML schéma. Il va donc aller voir dans la définition de XML schéma, est-ce que string est défini? Si c'est le cas, oui, c'est bon, donc XSD 2.string est accepté. Mais par exemple, si je mets simplement type égal à string, il va dire, puisque ce n'est pas préfixé, ce type doit être défini en local. Donc, vous devez redéfinir ce type-là, ou vous devez définir ce type. Je répète, si vous préfixez votre type, comme par exemple ici, j'ai mis XSD 2.string, comme je pouvais mettre XSD 2.boolean, XSD 2.date, etc. S'il voit le préfixe, il va aller dans l'espace de nos correspondants pour voir est-ce que ce type est défini. Effectivement, si le type est défini, il l'accepte et veillera à ce que lors de l'instanciation, que l'attribut
ne viole pas le type que vous lui avez attribué. Maintenant, à la place de ça, c'est-à-dire à la place de XSD2.string, XSD2.decimal, etc., si vous mettez votre type, vous mettez par exemple type égal à étudiant. Vous n'avez pas mis type égal à XSD2.étudiant. Vous avez mis type égal à étudiant. Si vous mettez type égal étudiant, le parseur attend à ce que vous définissez, à ce que vous lui dites, c'est quoi étudiant. Il vous arrive des fois de le faire en Java, si vous vous rappelez. Vous définissez par exemple un type de données, personne, et vous déclarez des variables de type personne. De la même façon, vous mettez int A, vous mettez personne B. Mais pourvu que personne là soit défini dans votre code. Ici, c'est exactement la même chose, vous pouvez le faire. Mais pourvu que personne soit déjà défini. Donc, s'il n'y a pas de préfixe, il suppose que c'est un type local que vous devez définir. Maintenant, s'il y a un préfixe, il va chercher dans l'espace de nom préfixé, est-ce que ce type est défini. Par exemple, si vous mettez XSD2.étudiant, il va supposer que le type étudiant existe dans l'espace de nom. S'il cherche dans l'espace de nom correspondant étudiant parce que vous l'avez préfixé par XSD, il cherche, il ne va pas trouver. Attention, le type XSD2.étudiant n'existe pas. Parce que là, il ne le cherche pas en local, vous l'avez préfixé. Il va aller dans l'espace de nom correspondant pour voir est-ce que réellement ce type était déjà défini là-bas. Mais par contre, si vous mettez simplement type égal étudiant, il va regarder en local, c'est-à-dire dans votre document, est-ce que vous avez défini le type étudiant? Si oui, il va se conformer à ce que vous avez fait. Sinon, il va dire qu'il faut définir impérativement le type étudiant. Très bien. Donc, avec XML schéma, vous avez plus de possibilités, en tout cas sur le typage. Déjà, voilà un avantage par rapport au DTD, en plus de l'avantage que vous avez que XML schéma, par exemple, soit déjà un document XML. Alors, des restrictions. Vous pouvez le faire avec XML schéma sur les valeurs. Vous pouvez dire qu'un élément ou un attribut, ces valeurs sont comprises forcément entre une borne inférieure et une borne supérieure. Un exemple très simple. Ici, on définit par exemple un élément âge. Un élément XSD element name égale âge. Et on dit que âge, les valeurs possibles de âge doivent être comprises entre 0 et 100. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas instancier une personne qui a, par exemple, -1 ou -2 en termes d'âge. Vous ne pouvez pas non plus instancier une personne qui a plus de 100 ans. C'est juste un exemple. Pour le faire, cette restriction, alors, après avoir mis la déclaration de l'élément XSD element name égale, il faut insister sur le fait que l'élément doit être simple, même s'il y a des restrictions. C'est la raison pour laquelle on annonce avec XSD simple type. On ne met pas ici de complexe type. S'il n'y avait pas de restriction, on n'allait pas mettre XSD simple type. On allait mettre simplement, s'il n'y avait aucune restriction, on allait mettre XSD element. Name égale à âge, type égale à XSD integer. Et c'est fini. S'il n'y avait pas de restriction à faire, je répète, s'il n'y avait aucune restriction à faire, vous mettez XSD2.element égale à XSD2.element name égale âge, type égale à XSD2.integer par exemple. Mais là, vous êtes en train de dire, je veux mettre des restrictions sur l'élément âge. Alors, il faut insister sur le fait que âge est un élément simple. Ensuite, maintenant, avec l'élément restriction, son attribut base doit prendre comme valeur le type de l'élément. L'élément âge est de type integer, 0 jusqu'à 100. On ne le met pas ici. On ne met pas ici type égal à XSD2.integer, mais on attend dans l'élément restriction, on utilise son attribut base pour annoncer le type de l'élément âge. Donc, base ici indique le type de l'élément âge. Et maintenant, on donne la borne inférieure et la borne supérieure. C'est un intervalle fermé. Fermé. Voilà, ça veut dire qu'on peut donner comme valeur 0, on peut donner comme valeur 100. Les deux valeurs-là extrêmes ne sont pas exclues. Ce n'est pas un intervalle ouvert. Donc, XSD min inclusive value égale à 0. XSD max inclusive value égale à 100.
Donc, l'élément min inclusive donne la valeur minimale, l'élément max inclusive donne la valeur maximale avec leur attribut value. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire des restrictions sur un élément. Autre type de restriction, c'est le type prédéfini avec XML schéma. Des fois, il vous arrive de pouvoir dire, vous le faites, hein, le type énuméré, les types énumérés. Vous dites que je déclare un élément ou une variable, mais dont les valeurs possibles sont. On l'a vu avec les DTD, par exemple, sexe égal masculin ou féminin. Donc, vous mettez une liste de valeurs et vous imposez à ceux qui vont instancier votre schéma de ne donner comme valeur possible à votre élément que les valeurs déjà prédéfinies. C'est ici le cas. Je déclare ici un élément car. L'élément car, ses valeurs possibles sont Audi, Golf et BMW. Ça, c'est la liste. C'est une énumération. Comme on a vu tantôt avec les restrictions, avec min inclusive value et max inclusive value, il faut insister sur le fait que l'élément que vous êtes en train de déclarer est un élément simple. Toujours avec restriction, base remplace type et annonce le type de l'élément que vous êtes en train de déclarer. Ici, c'est un de type chaîne de caractères. Maintenant, avec des énumérations, XSD enumeration, value, vous mettez sa première valeur. XSD enumeration, value, vous mettez sa deuxième valeur jusqu'à la fin. Et cela aura pour conséquence, n'est-ce pas, d'imposer à celui qui va instancier votre schéma de ne donner comme valeur possible à car, Audi, Golf ou BMW. Audi, Golf ou BMW. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour restreindre les valeurs possibles d'un élément ou d'un attribut. Alors, autre restriction aussi, c'est sur une série de valeurs. Par exemple, vous déclarez un élément lettre. Vous pouviez le faire avec ça. Vous pouviez par exemple mettre ici XSD element name égale à letter. Letter est un élément simple. C'est une restriction dont le type par exemple est égal à chaîne de caractères et vous mettez enumeration value égale à A. Enumeration value égale à B. Enumeration value égale à C. Enumeration value égale à D. Enumeration value égale à jusqu'à Z. Et ça peut être lourd. Pour éviter ça ou pour contourner ça, vous pouvez utiliser cette forme de restriction. Donc, si vous mettez avec XSD pattern value, la valeur minimale et la valeur maximale. C'est basé sur les codes ASCII. Ça veut dire que toutes les lettres qui sont comprises entre le code ASCII de A minuscule et de Z minuscule sont les valeurs que peut prendre l'élément letter. C'est plus simple que de lister avec une énumération. Ça, c'est une restriction sur une série de valeurs. Une autre restriction, c'est sur la longueur de vos éléments. En tout cas, le nombre de caractères de vos éléments. Il vous arrive des fois de vouloir imposer à ce qu'il y ait un nombre figé ou un nombre fixe de caractères que devrait avoir une chaîne de caractères ou un élément. Alors, par exemple, si vous dites, même si ce n'est pas très conseillé dans le cas des passwords, par exemple, alors, par exemple, là, vous pouvez dire, je déclare un élément password qui est un élément simple de type chaîne de caractères dont la longueur est fixée à 8. Quand vous faites XSD length value égale à 8, cela veut dire que password ne peut pas, quelqu'un qui instancie cet élément password doit donner comme mot de passe un mot de passe dont le nombre de caractères est forcément égal à 8. Pas moins, pas plus. Impérativement 8. Voilà. Maintenant, c'est à vous de juger de l'utilité de faire ce type de restriction. Il y a un autre beaucoup plus flexible, à mon avis, c'est de fixer une longueur minimale et une longueur maximale en termes de nombre de caractères pour une chaîne de caractères. Par exemple, ici, un mot de passe dont la longueur minimale est égale à 5 et la longueur maximale est égale à 8.
Donc, en ce moment-là, plutôt que de mettre XSD length value, vous mettez XSD min length value qui donne le nombre minimal de caractères et XSD max length value qui donne le nombre maximum de caractères. Donc, voilà quelques exemples de séries de restrictions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Très bien. Alors, on continue. Je vous ai dit donc que un élément peut être de type simple comme il peut être de type complexe. Et je vous ai dit quand est-ce qu'un élément est simple et quand est-ce qu'un élément est complexe. On le rappelle ici quand même. L'élément complexe est un élément XML qui contient les autres éléments et ou des attributs. J'ai essayé de mettre 4 ici, 4 types d'éléments complexes. Un élément vide avec un attribut pour moi, hein. Sinon ça n'a pas trop de sens. Je préfère mettre élément vide avec attribut. Élément qui contient seulement d'autres éléments, c'est-à-dire un élément complexe qui ne contient que des éléments, que d'autres sous-éléments. Un élément aussi qui contient que du texte, mais avec un attribut, sinon c'est pas bon. Il faut que j'ajoute attribut. Élément qui contient des autres éléments et du texte, c'est-à-dire une combinaison d'éléments et de texte. C'est un élément mixte. Donc, si vous avez un élément vide qui a un attribut, c'est un élément complexe. Si vous avez un élément qui contient que des sous-éléments, c'est un élément complexe. Si vous avez un élément qui contient un attribut et du texte, c'est un élément complexe. Si vous avez un élément qui contient des éléments et du texte, c'est un élément complexe. Un élément maintenant aussi qui contient des éléments et aussi des attributs, c'est un élément complexe parce que voilà, il contient l'un ou l'autre. Maintenant, comment est-ce qu'on les annonce? Alors, voici quelques exemples. Nous avons l'élément complexe personne qui est vide ici, mais vide avec une chaîne de caractères, avec un attribut. Vous voyez ici, vide. Donc, personne, ID égale à 1345, vide. C'est un élément complexe. L'élément complexe employé qui contient seulement d'autres éléments. Vous avez ici un élément employé qui a un sous-élément first name et un sous-élément last name. C'est aussi un élément complexe. Vous avez ici aussi un élément complexe aliment qui contient un attribut. C'est un élément complexe, plus une chaîne de caractères. Parce que s'il n'y avait pas l'attribut type, aliment, ensuite vous mettez crème glacée, serait un élément simple. Ce qui a fait que aliment ici est un élément complexe, c'est le fait que aliment dispose d'un attribut qui s'appelle type. Un élément complexe, description qui contient d'autres éléments et du texte, une combinaison d'éléments et de texte, c'est l'élément description. Nous sommes le, c'est du texte. Ensuite, un élément date qui a un attribut dont la valeur est égale à et qui contient comme chaîne de caractères. Donc, cet élément description est un élément complexe. Mais l'élément date, par contre, aussi, c'est un élément complexe parce qu'il a un attribut qui s'appelle langue. Donc, voilà, de manière un peu résumée, ce que vous pouvez retrouver dans la littérature comme élément complexe. Maintenant, un élément simple, c'est encore plus facile. C'est un élément qui ne contient que une chaîne de caractères. Il n'a ni attribut, il n'a ni sous-élément. Il ne contient qu'une chaîne de caractères. En ce moment-là, l'élément est dit élément simple. Maintenant, comment est-ce qu'on les déclare? Si vous avez un élément complexe vide avec un attribut, vous le déclarez de cette façon. Vous mettez XSD element name égale le nom de l'élément. N'oubliez jamais XSD complexe type ou XS complexe type, c'est selon. Ensuite, vous déclarez l'attribut. Là, vous mettez XSD attribute name égale à identifiant, ident, et type égale à XSD ID. Ça veut dire que cet attribut ident est de type ID. Et que l'élément qui le contient, personne, est un élément complexe. Et en même temps, vide. Il y a un autre type d'élément que vous allez voir.
celui-là. B est un élément qui contient un attribut et du texte. Sa différence avec celui-là, c'est que celui-là contient un attribut, mais pas de texte. Il est vide. Celui-là, il contient un attribut, mais avec texte. Celui-là contient un attribut sans texte, vide. Vous voyez? Sans texte vide, avec du texte. Sans texte vide, complexe type tout court, vous annoncez l'élément, l'attribut. Avec du texte et un attribut, vous ajoutez dans complexe type un attribut mixte et vous lui donnez comme valeur true. En ce moment-là, l'élément B est un élément complexe qui peut contenir une chaîne de caractères et un attribut que vous allez déclarer ici, l'attribut E. Donc ici, l'élément B est un élément complexe contenant un attribut E, mais pouvant aussi contenir une chaîne de caractères. C'est ça qui le différencie de l'élément personne vide tout court ici. Donc, un élément personne vide avec attribut, un élément B avec un attribut, mais en même temps aussi une chaîne de caractères. Donc, il faut faire attention avec ces deux-là. Lorsque l'élément que vous êtes en train de déclarer est un élément complexe avec attribut vide, vous mettez complexe type tout court, XSD complexe type. Après avoir mis XSD element, name égale le nom de votre élément, vous ajoutez XSD complexe type, ça s'arrête là. Ensuite, vous annoncez l'attribut. XSD attribute, name égale à le nom de l'attribut, type égale, vous mettez le type. Maintenant, si c'est un élément complexe avec attribut, mais en même temps aussi une chaîne de caractères, XSD element name égale le nom de l'élément que vous déclarez. XSD complexe type mixte égale à true. Voilà, pour différencier avec l'élément vide. Et ensuite, vous annoncez l'attribut que vous voulez mettre en place. Un élément complexe employé avec des sous-éléments. Un élément complexe employé avec des sous-éléments, first name et last name. Pour le déclarer, vous mettez XSD element name égale à employé. C'est un élément complexe. C'est un élément complexe. Maintenant, je saute ça, on va y revenir. Le XSD séquence, on y reviendra dans les diapos qui vont venir. Pourquoi on le met? J'annonce maintenant, après le complexe type, j'annonce le premier sous-élément, XSD element name égale à first name, XSD element name égale à last name, avec pour chacun son type de données. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour déclarer un élément complexe employé avec uniquement des sous-éléments. Donc, complexe type et on annonce ces sous-éléments. Alors, une autre façon de déclarer ce même élément employé avec first name et last name, on peut mettre XSD element name égale à employé, type égale à personne info. Là, c'est un type personnifié. Vous avez vu ici qu'on n'a pas mis type égal à XSD personne info. On n'a pas mis type égal à XSD string, etc. Et là, faites attention, avec les éléments complexes, en général, on ne met jamais ici type égal. Surtout avec les types simples. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre dans votre tête que employé est un élément complexe et ensuite vous mettez type égal à string, ça n'a pas de sens. Mais ici, par exemple, dans cette déclaration, vous mettez XSD element name égal à le nom de l'élément que vous voulez déclarer, type égal à son type. Mais ici, le type est personnifié. Le parseur attend à ce que vous lui dites c'est quoi personne info. Maintenant, je dis XSD complexe type. Je dis, je suis en train de déclarer un type complexe dont le nom est égal à personne info. Et personne info, c'est une séquence d'éléments first name et last name. L'avantage de ça par rapport à la précédente déclaration, à cette déclaration, c'est que cette déclaration est réutilisable. Autrement dit, s'il y avait d'autres éléments qui sont de type personne info, plutôt que de répéter ce bloc-là, par exemple, s'il y avait un élément étudiant qui doit avoir first name et last name, je serais obligé de mettre XSD element name égale à étudiant, complexe type, séquence, ensuite je mets XSD element name égale à first name, type égal, XSD element name égale à last name, type égal. Ça, je le fais pour employé. Je vais copier ce bout de code-là, je colle, je le fais pour étudiant, je le fais pour etc., enseignant, je le fais, etc. Maintenant,
Si je fais comme ça, avec personne info, je déclare XSD complexe type name égale à personne info, XSD séquence, etc. Si je déclare étudiant, je mets XSD element name égale à étudiant type égale personne info. Pour employé, XSD element name égale à employé type égale à personne info. Pour enseignant, XSD element name égale à enseignant type égale personne info jusqu'à la fin. Ça veut dire que cette déclaration, je la fais une seule fois et je peux la réutiliser autant de fois que je veux pour tout élément que je suppose être du même type. C'est ce qu'on a fait ici. Là, vous avez un employé qui est de type personne info, student qui est de type personne info, member qui est de type personne info. Plutôt que de mettre XSD element name égale à employé et ensuite mettre séquence, element first name, last name, fermer séquence, etc. Et ensuite répéter encore la même chose, student, complexe type, séquence, etc. Ou member, etc. Bon, ça peut être très complexe en termes d'écriture. Mieux vaut déclarer un type complexe personne info. Et ensuite, maintenant, tout élément qui doit hériter de ce type personne info, vous lui donnez comme type le type personne info. Et le passeur l'acceptera. Mais pourvu, bien sûr, pourvu que ces éléments-là, employés, student et member, soient tous des éléments avec comme type first name et last name. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir pour chacun un first name et un last name. Alors, j'ai dit... Alors, oui. Allez. Par exemple, par exemple, ici, pour student et employé. Donc, par exemple, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir, par exemple, si on redéfinit, ils ont le droit d'avoir d'autres attributs que first name et last name? Tel que c'est écrit, ce n'est pas possible. Parce que vous l'avez déjà condamné. Vous lui avez déjà dit que toi, ton type, c'est de type personne info. Donc, il ne faut pas avoir autre chose que ce qui est défini à l'intérieur de personne info. Or, personne info, pour nous, actuellement, c'est un first name et un last name. Ok, merci. Alors, je disais tantôt que je saute cette affaire-là, séquence. Maintenant, j'y reviens. Pourquoi je le mets? Alors là, par défaut, en tout cas, je pense que vous avez déjà anticipé sur la présence de cette affaire de séquence. C'est les indicateurs d'occurrence. Parce que si vous vous rappelez très bien, on avait dit avec les DTD que pour annoncer un élément, les sous-éléments d'un élément, il faut définir un ordre. Il faut lui dire, est-ce que c'est une séquence d'éléments qui doivent respecter l'ordre d'apparition qu'on a défini dans le schéma, en séparant par des virgules? Ou est-ce que c'est une liste de choix? Ou est-ce qu'elles peuvent apparaître dans n'importe quel ordre? C'est ce qu'on va voir ici. Alors, c'est les indicateurs d'occurrence. Il y a le all, il y a le choice et il y a la séquence. Maintenant, il y a aussi l'indicateur d'occurrence, les indicateurs d'occurrence max occur et min occur qui permettent de définir le nombre de fois qu'un élément peut apparaître dans une instance. Il y a aussi les indicateurs de groupe, on va y revenir. Alors, si c'est l'indicateur d'occurrence all, l'indicateur d'occurrence all spécifie que des éléments fixes peuvent apparaître en n'importe quel ordre et chaque élément fixe doit se produire une seule fois. Je répète, elle spécifie que les éléments fixes peuvent apparaître en n'importe quel ordre et que chaque élément fixe doit se produire une seule fois. Par exemple, si je déclare un élément personne, je dis personne est un élément complexe. Plutôt que de mettre séquence comme on a fait précédemment, j'ai mis all. Ça veut dire que les éléments fixes peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Ça veut dire que personne, pour instancier personne, je peux instancier en commençant par first name, comme je peux commencer par last name. Mais une personne ne peut pas avoir deux first name ni deux last name. Mais l'ordre n'est pas important parce que j'ai mis all. Une seule fois. Après, je vais vous poser la question, ou bien je vais vous demander de réfléchir et de me trouver l'équivalence de cet indicateur d'occurrence all au niveau des DTD.
Donc, réfléchissez sur ça pour notre prochaine séance. Quelle est la correspondance de l'indicateur d'occurrence all par rapport au DTD? Ça veut dire que, autrement dit, comment est-ce que vous devriez déclarer l'élément personne si vous étiez avec les DTD en respectant ce qui est dit ici? L'indicateur d'occurrence choice spécifie qu'on ne peut avoir qu'un élément fils parmi les éléments fils qui peuvent être produits. C'est une liste de choix. Ça, en principe, c'est moins compliqué. Autrement dit, une personne complexe ne peut être qu'un employé ou un membre, mais pas les deux à la fois. Soit vous êtes un employé, ça veut dire qu'une personne peut avoir comme sous-élément employé, ou bien une personne peut avoir comme sous-élément membre, mais pas les deux à la fois. Donc, l'indicateur d'occurrence choice. Donc, spécifie que les sous-éléments, n'est-ce pas, peuvent être produits, mais de manière exclusive. Spécifie donc qu'on ne peut pas avoir qu'un parmi l'ensemble des sous-éléments que vous aurez spécifiés ici. Voilà. Maintenant, si ces séquences spécifient que les éléments fixes doivent apparaître dans l'ordre spécifié. Autrement dit, c'est la virgule. Si vous voulez, c'est la virgule des DTD. Ah, voilà. Ici, par exemple, l'élément personne est un élément complexe qui est constitué de first name et de last name. Mais puisqu'on les a annoncés avec séquence, cela veut dire que l'élément personne doit avoir, dans l'ordre spécifié, un first name suivi d'un last name. Sinon, ce n'est pas bon. Alors, l'indicateur d'occurrence maintenant, min occur et max occur, spécifie le nombre maximum ou minimum de fois qu'un élément peut apparaître ou peut être produit à l'intérieur de l'élément qui le contient. Autrement dit, par exemple ici, j'ai un élément personne qui est un élément complexe. J'ai dit que cet élément complexe personne est constitué d'une séquence d'éléments full name et child name. L'élément personne est constitué d'une séquence d'éléments full name et child name. Maintenant, j'ai mis pour child name, j'ai mis max occur égale à 10. La conséquence de cela, c'est que l'élément child name peut être répété jusqu'à 10 fois quand j'instancie un élément personne. C'est le nombre maximum de fois que l'élément peut apparaître. Donc, autrement dit, dans une instance de document, pour cet élément personne, vous avez un full name, vous l'instanciez de type chaîne de caractères. Maintenant, après, vous pouvez instancier une fois child name, 2 fois child name, jusqu'à 10 fois child name. Maintenant, l'indicateur d'occurrence min occur lui spécifie le nombre minimum de fois. Autrement dit, ça vous permet de dire est-ce que l'élément, si vous voulez, entre guillemets, est obligatoire ou pas. Parce que si vous mettez min occur égale à 1, ça veut dire que l'élément est forcément obligatoire parce qu'il doit apparaître au minimum une fois. Et si vous mettez max occur égale à 10, cela veut dire que l'élément peut être répété jusqu'à 10 fois. Donc voilà le rôle de l'indicateur d'occurrence min occur et le rôle de l'indicateur d'occurrence max occur. Alors, un autre moyen pour les déclarer, ici, par exemple, je déclare un élément qui s'appelle A, qui est un élément complexe. C'est un élément qui est constitué d'une séquence d'éléments B et C. D'une séquence d'éléments B et C. Alors, à l'intérieur de l'élément séquence maintenant, j'ai mis max occur égale unbounded. La conséquence de cela, c'est que la séquence d'éléments BC à l'intérieur de l'élément A peut être répétée de manière indéfinie, en tout cas une infinité de fois. Si j'avais mis XSD séquence min occur égale à 1, cela veut dire qu'un élément A doit avoir au minimum une séquence d'éléments B et C au moins une seule fois. Au moins. Ça aussi, je vais vous demander de réfléchir sur comment est-ce que vous devriez l'écrire ou transcrire
si nous étions avec les DTD. Donc ici, c'est la séquence qui peut être répétée plusieurs fois. Maintenant, si vous regardez très bien ici, XSD element, au lieu de mettre name, on a mis ref. On a mis ref. Je mets ici XSD element ref égale à B, XSD element ref égale à C. Mais je n'ai pas dit c'est quoi B ni C. Et j'ai terminé avec séquence de A, XSD complexe type de A, et j'ai fermé l'élément A. Pourtant, je n'ai pas défini ni B ni C. Donc, c'est un autre moyen de déclaration. Là, quand le parseur le voit, il va dire attention, vous n'avez pas encore dit c'est quoi B. Vous n'avez pas encore dit c'est quoi C. Maintenant, je viens, je lui dis attention, BC. B est un élément complexe ayant un attribut E et pouvant contenir une chaîne de caractères. Et cet attribut E est obligatoire pour l'élément B. Et maintenant, l'élément C, bon, malheureusement, vous ne voyez pas, mais je dis ici que l'élément C, ici, voilà, l'élément C est un élément de type chaîne de caractères. Comme ça, c'est très clair. Là, c'est un autre moyen. Ça veut dire que je déclare ici, je ne me soucie que de la déclaration de l'élément A. Ces sous-éléments, je ne les définis pas. Parce que je pouvais faire autrement. Je pouvais dire, plutôt que de faire ça, par exemple, si vous voulez, je vais dupliquer je vais dupliquer, copier. Juste vous donner un exemple. Coller. Voilà. Au lieu de faire ça, je pouvais faire ça. Par exemple, XSD, je peux dire ce que vous venez de voir sera équivalent à ça. Voilà. Et je supprime ça pour coller ça. Voilà. Ça, c'est équivalent. Attention. Voilà. Là, j'ai déclaré un élément A, qui est un élément complexe, qui est constitué d'une séquence d'éléments qui peut être répétée plusieurs fois. Et le premier élément, c'est l'élément B. Voilà. Si vous voulez, même pour être vraiment... Voilà, attention, il refuse. Je voulais l'indenter. Il a refusé. Voilà, je fais ça. Voilà. En réalité, c'est ça. Voilà. Voilà. En réalité, cette déclaration-là, elle est équivalente à celle-là. Ici, par exemple, quand j'annonce l'élément B, je ne l'annonce pas et ensuite je dis je quitte pour déclarer ça ailleurs. Je l'annonce et je dis c'est quoi l'élément B. Je dis l'élément B est un élément complexe pouvant contenir une chaîne de caractères ayant un attribut E qui est obligatoire. Et ensuite, je déclare aussi en même temps l'élément C avec son type. Par contre, ici, ce n'est pas ce qu'on a fait. Ici, on a juste annoncé l'élément B, ensuite l'élément C. On a fermé l'élément A. Et après avoir fermé l'élément A, maintenant, on dit c'est quoi B, c'est quoi C. Donc, vous avez le choix. Hein? Voilà. Des fois, les gens, ils utilisent cette déclaration pour donner une lisibilité beaucoup plus facile de leur schéma. Mais celle-là a l'avantage, voilà, de ne pas sortir pour regarder, par exemple, où est-ce que l'élément B est défini, si le document est très volumineux, et donc de rester dans la même partie et de voir un petit peu le comportement de l'élément B qu'on est en train de définir. Donc voilà, en tout cas, vous avez le choix entre les deux formes de déclaration. Alors, bon, les groupes, hein, même si ce n'est pas très utilisé, mais c'est toujours bon de savoir, il vous permet, les groupes vous permettent de déclarer donc des blocs de sous-éléments. Par exemple, ici, XSD group name égale à person group.
Et vous dites, par exemple, ici, je déclare pour personne groupe. C'est une séquence d'éléments constituée d'un élément nom et d'un élément prénom. Vous voyez? Maintenant, là aussi, vous déclarez un autre élément complexe. C'est un type en réalité. Vous déclarez ici un type qui s'appelle marin type. Marin type est un type de données qui est constitué d'une séquence d'éléments que sont groupe, donc par conséquent ça, dis-moi, excusez-moi, personne groupe qui est déjà défini ici, en plus de ça. Ici, l'avantage, c'est que, par exemple, si vous vous rappelez très bien de cette définition-là, regardez, c'est là, oui, là, on a déclaré un type personne info. Et après, on a dit employé et de type personne info. Student est de type personne info, member est de type personne info. Mais par exemple, si student avait un élément spécifique par rapport à employé et member, vous ne pouvez pas le faire ici. Voilà, parce que vous avez déjà dit que student est de type personne info. L'avantage dans ce cas-là d'utiliser le groupe, c'est que vous pouvez le spécifier. Vous pouvez en tout cas le rendre spécifique par rapport aux autres. Par exemple, ici, tous les éléments qui sont déclarés de type, en tout cas un élément qui est déclaré de type personne groupe, hérite de tous ces éléments, nom et prénom. Autrement dit, le type marin contient un nom et un prénom. Maintenant, en plus du nom et du prénom de personne info, vous avez un élément de plus, c'est naissance. Ça veut dire que quand si je déclare un élément, et je mets type égal à marin type, alors cet élément-là a un nom, a un prénom, mais aussi a un élément naissance. Dont la valeur dont le type est égal au type que j'ai défini là-bas. Donc là, voilà, en termes d'héritage, ça vous permet de pouvoir régler un certain nombre de choses. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises jusqu'ici? Très bien. Alors, maintenant, quand vous finissez de déclarer votre XML schéma, quand vous finissez de déclarer, parce que ici, contrairement au DTD, vous n'allez pas mettre ça comme on ne va pas dire un document XML schéma est interne. Non, non, non. C'est un fichier spécifique, un fichier à part. Dans le cas des DTD, on allait dire c'est forcément externe. Ici, c'est toujours externe. Le document XML schéma ne peut pas être mis à l'intérieur d'une instance et vice-versa. Maintenant, comment est-ce qu'on lit un document XML schéma avec une instance de document XML? On fait référence au schéma dans le document XML en utilisant l'attribut NoNamespaceLocation. C'est l'attribut NoNamespaceLocation qui vous permet de le faire. Par exemple, ici, là, c'est une instance de document XML. Entre l'élément personne, racine et sa balise de fermeture correspondante, vous allez mettre ici votre instance de document XML. Maintenant, si vous voulez que cette instance-là soit validée, par exemple, par un schéma donné, par un document XML schéma dont le nom est égal à nofig.xsd, donc le document XML schéma, leur extension .c.xsd, en ce moment-là, vous mettrez dans le namespace, bon, ça c'est XSI, etc., c'est pas très obligatoire, mais il faut le mettre quand même, c'est bleu. Mais encore le plus important, c'est de mettre XSI, no namespace location égale, et vous mettez le nom du fichier .xsd qui permet de valider l'instance de ce document. Donc voilà comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir lier un document XML schéma avec une instance de document XML. Donc pour lier votre instance de document XML avec votre document XML schéma, vous utilisez l'attribut NoNamespaceLocation et vous lui donnez comme valeur le nom du fichier .xsd. Donc, vous convenez avec moi que cette affaire-là est contenue dans ce fichier document-là. En réalité, cette affaire-là, c'est l'instance, c'est-à-dire c'est le fichier .xml. C'est le fichier .xml. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant qu'on avance? Non? Très bien. Alors, on va terminer avec un exemple. Bon, demain, on fera quelques tests sur le truc, puisque voilà.
Alors, on veut mettre en place un schéma. On veut définir un schéma XML qui aura comme élément racine ship order. Et cet élément racine ship order devrait avoir comme sous-élément de person, ship to et item. Et l'élément ship order, excusez, oui, sont des éléments de ship order. L'élément item, on nous donne quelques explications en nous disant qu'il peut être produit plusieurs fois. Et nous allons définir aussi un élément name, un élément address, un élément city et un élément country pour l'élément ship to. Title, note, quantity et price seront des sous-éléments de item. L'élément note est optionnel, cet élément note-là. Et nous avons un order ID qui est un attribut de l'élément racine. Bon, c'est juste un exemple. Alors, comment mettre en place ce schéma? Pour mettre en place ce schéma, comme d'habitude, c'est un document XML, donc son prologue, l'élément racine, avec l'espace de nom. Ici, on a préfixé par XSD, on n'a pas préfixé par XS. Donc, l'élément racine, l'espace de nom. Maintenant, entre l'élément racine XSD schéma et sa balise de fermeture XSD schéma, nous allons mettre ici toutes nos déclarations. Première chose, la déclaration de l'élément racine. L'élément racine s'appelle ship order. On sait que c'est un élément complexe. Donc, on met XSD element, name égale à ship order. C'est un élément complexe, donc on annonce avec XSD complex type. On avait le choix entre mettre séquence, all ou choice. Ici, on a mis séquence. Cela voudrait dire que tous les sous-éléments de ship order doivent apparaître dans une instance dans l'ordre spécifié. L'ordre qu'on va mettre ici, ce sera l'ordre qu'il faudra mettre quand vous devez instancier un document par rapport à ce schéma. Donc, tous les sous-éléments de l'élément ship order devront être déclarés entre la balise séquence ouvrante ici et la balise séquence de fermeture correspondante. Si ship order a un attribut, l'attribut doit être déclaré entre l'élément complexe ouverture et l'élément complexe type fermeture correspondante, mais forcément en dehors de l'élément séquence. Les attributs de l'élément ship ne doivent pas être déclarés entre séquence ouverture et séquence fermeture, non. Parce que l'attribut n'est pas concerné par les histoires de doit apparaître dans l'ordre spécifié ou dans n'importe quel ordre. Là, ça ne concerne pas les attributs. C'est la raison pour laquelle on ne déclare pas l'attribut entre séquence ouvrante et séquence fermante. Donc, l'attribut, vous le déclarez juste après complexe type avant de démarrer séquence. Vous avez le choix. C'est-à-dire, je pouvais déclarer l'attribut ici. S'il en a, je pouvais le déclarer ici. Mais je peux aussi le déclarer juste après, comme c'est les trois pointillés que j'ai laissés ici. Moi, j'ai prévu de les mettre là. Mais je pouvais aussi les mettre ici, les attributs, ou l'attribut. Mais il est interdit de mettre l'attribut entre l'attribut de ship order. L'attribut de ship order, c'est interdit de le mettre entre séquence ouverture de ship order et séquence fermeture de ship order. Vous ne pouvez pas non plus le mettre dans, si c'était all, si c'était choice, vous ne pouvez pas non plus les mettre entre choice ouvrante et choice fermante de l'attribut, de l'élément, ou bien all ouvrante et all fermante de l'attribut. Donc, je répète en dernier lieu que si vous aviez un attribut à définir, vous allez le définir à l'extérieur de séquence ou de all ou de choice, mais à l'intérieur de complexe type ouvrante et de complexe type fermante correspondante. Maintenant, vous pouvez le faire juste avant la séquence, le all ou le choice, ou bien juste après la séquence choice ou all. Je continue. Alors, donc là, je vais déclarer ici tous les sous-éléments de l'élément ship order. Donc, je peux me lancer sur le premier sous-élément. Ici, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit ship order a un sous-élément qui s'appelle order person, ship to ou item. Je peux les déclarer alors. Je les déclare à l'intérieur de la balise séquence. Bon, on ne m'a pas dit dans le cahier de charge qu'ils doivent apparaître dans une séquence ou de manière, c'est une liste de choix ou autre. Bon, c'est moi qui ai pris la décision de le mettre sous forme de séquence.
Maintenant, je peux commencer à déclarer les sous-éléments de ship order. Donc, le premier, si vous voulez, c'est l'élément order person. Et je le mets à l'intérieur de la séquence. Je dis, voilà, XSD element name égale à order person, type égale à XSD string. Donc, j'ai déclaré le premier sous-élément de l'élément ship order. Donc, le premier élément de l'élément ship order est déclaré. C'est l'élément qui s'appelle order person. Donc, tel que c'est, comme on me l'a demandé ici, order person. Alors, le deuxième élément, c'est l'élément ship2. Regardez, ship2, on vous dit que c'est un élément, en réalité, qui est complexe, parce qu'on a dit ici, name, address, city, country, sont des éléments fixes de l'élément ship2. Donc, en d'autres termes, ship2, qui est un sous-élément de l'élément racine ship order, est lui-même un élément complexe. Donc, on ne le déclarera pas de la même façon qu'on a déclaré l'élément order person, qui est un élément simple. Lui, on va le déclarer avec complexité. Très bien. Ship2, XSD element name égale à ship2, XSD complexity. Et puisque c'est un élément qui contient d'autres sous-éléments, on lui ouvre sa séquence. Ça, c'est son complex type. Ça, c'est pas le complex type de ship order, il est là et se ferme là. Ici, ship2 a son propre complex type et peut avoir sa séquence ou son all ou son choice. J'ai encore fait le choix de mettre séquence. Donc, c'est un élément qui est complexe, qui peut contenir d'autres sous-éléments. Les autres sous-éléments, on les a spécifiés ici. On a dit que c'est l'élément name, c'est l'élément address, c'est l'élément city et l'élément country. C'est des sous-éléments de l'élément ship2. Alors, puisqu'ils sont des sous-éléments de l'élément ship2, ils doivent être déclarés ici, entre séquence ouvrante et séquence fermante. Si ship2 devrait avoir un attribut, l'attribut devrait être déclaré juste après complexe type avant séquence ou bien juste après séquence avant de fermer complexe type. Et ici, ils n'en ont pas. Donc, je vais déclarer dans le diapo suivant les sous-éléments de l'élément ship2. Donc, entre séquence ouvrante et séquence fermante, je vais déclarer ici les sous-éléments de ship2. Voilà, séquence ouvrante, séquence fermante de ship2. Je déclare l'élément name, l'élément address, l'élément city et l'élément country. L'élément name est de type string, l'élément address est de type string, l'élément city est de type string. Et l'élément country aussi est de type string. Donc là, j'ai déclaré les sous-éléments de l'élément ship2. Donc ship2 est un élément complexe qui est constitué d'une séquence d'éléments name, address, city et country. Donc, l'élément racine, c'était ship order. C'est un élément complexe qui est constitué d'une séquence d'éléments dont le premier est l'élément order person. Il est de type simple. Le deuxième élément de l'élément ship order, c'est l'élément ship2. Mais par contre, cet élément ship2 est un élément complexe qui est constitué d'une séquence d'éléments name, address, city et country. Maintenant, on peut continuer. Quel est le troisième sous-élément? Le troisième sous-élément, c'est l'élément item. On me dit ici que title, not quantity et price sont des sous-éléments de l'élément item. Donc, je m'attends à avoir un élément complexe pour item, le troisième sous-élément. Donc, en réalité, pour ship2, c'est uniquement order person qui est simple. Ship2 est complexe, item aussi est complexe. Alors, je vais déclarer maintenant le troisième élément de l'élément ship order, c'est l'élément item. Alors, comment est-ce que je déclare l'élément item? Pour déclarer donc l'élément item, voilà, je mets toujours entre la balise complexe type de ship order à l'intérieur de sa séquence, qui se ferme ici, et son complexe type qui se ferme ici, je mets l'élément item. L'élément item, on a vu que c'était un élément complexe qui est constitué d'une séquence d'éléments, donc de sous-éléments. Alors, maintenant, je vais aller chercher quels sont les sous-éléments de l'élément item. Les sous-éléments de l'élément item sont title, not, quantity et price. Alors, je vais les déclarer ici, dans l'élément item. Item est là. Donc, entre sa séquence d'ouverture et sa séquence de fermeture, je vais déclarer ici l'ensemble de ces sous-éléments. Donc, ces sous-éléments, comme je viens de dire tantôt, voilà. Peut-être produit, attention, dans le cahier de charge avant de déclarer, on avait dit que l'élément item peut être répété plusieurs fois, élément item peut être produit plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle on a d'abord commencé par dire que max occur égale un bounded pour l'élément item. Donc, XSD element name égale à item, max occur égale un bounded. Maintenant, je vais maintenant déclarer ces sous-éléments. Ces sous-éléments sont à l'intérieur de sa séquence d'ouverture et sa séquence de fermeture.
title avec son type, note avec son type, quantity avec son type et price avec son type. Donc, j'ai déclaré l'élément other person qui est le premier sous-élément de l'élément racine. J'ai déclaré l'élément ship2 qui est un élément complexe, deuxième élément de l'élément racine. J'ai déclaré l'élément item, troisième élément complexe qui est troisième élément, troisième sous-élément de l'élément racine, lui aussi étant un élément complexe et pouvant être répété plusieurs fois. Si on se réfère au cahier de charge, on va voir que tout est fini parce que l'élément ship order avec trois sous-éléments, order person, on l'a déjà déclaré, ship2, on l'a déjà déclaré, item, on l'a déjà déclaré. Avec chacun sa spécificité. Maintenant, on me dit que l'élément title, l'élément note du moins, est optionnel. Alors, pour dire que l'élément note est optionnel, très bien, on met ici, attention, voilà, l'élément note. Ici, on a mis l'élément item, il a un élément note. XSD element, note égale à, XSD element, name égale à, note type égale à XSD string. On doit ajouter sur l'élément note que, voilà, il est optionnel, hein, min occur égale à 0. Là, on l'a amené ici, il faut l'amener ici. On doit mettre ici XSD element, name égale à note, type égale à XSD string, et ensuite on met min occur égale à 0. Cela veut dire que l'élément note peut ne pas apparaître, mais aussi il peut bien apparaître. Donc le min occur là, c'est ici sa place. C'est au niveau de l'élément note parce que c'est note qui est optionnel. Maintenant, pour terminer, on nous avait dit que l'élément ship order avait un élément racine, avait un attribut, order ID. Voilà. Order ID est un attribut de l'élément ship order. C'est la raison pour laquelle ici, on termine avec ça. On ajoute ici, voilà. On ajoute ici, attention, voilà. On ajoute ici l'attribut. Mais si vous regardez très bien, je vais faire comme j'ai fait tantôt. Si vous regardez, copier, coller. Alors, je vais simplement enlever tous les sous-éléments, en tout cas toute la définition complexe. Voilà. Ça, en réalité, c'est les sous-éléments de l'élément racine. Si je fais comme ça. Et je dis, je veux, par exemple, 24. Voilà. Si vous regardez très bien, alors là, XSD schéma, etc. XSD element name égale à ship order, c'est l'élément racine, on est d'accord. C'est un élément complexe qui est constitué d'une séquence d'éléments. Vous voyez, non? Voilà. Là, entre la balise séquence ouvrante et la balise séquence fermante, on a fait toutes ces choses-là. Séquence ouvrante, séquence fermante, on a déclaré tous les sous-éléments de l'élément racine. Mais puisqu'on nous a dit que l'élément racine a un attribut, donc on le fait à l'extérieur de l'élément racine, à l'extérieur de l'élément séquence, mais entre quand même la balise complexe type ouvrante et sa balise de fermeture correspondante. Parce que l'attribut doit être un attribut de ship order. Il ne faut pas le déclarer avant complexe type, parce que c'est contenu dans le fait que l'élément ship order soit un élément complexe. Donc, vous aviez le choix de le mettre entre complexe type et séquence, ou bien entre séquence fermante et complexe type fermante. Ici, je l'ai mis entre séquence fermante et complexe type fermante. Et entre les deux là, vous avez vu vous-même, on a déclaré l'ensemble des sous-éléments de l'élément ship order. Maintenant, il faut simplement ne pas oublier ce que j'ai dit tantôt. Toutes les déclarations de sous-éléments d'un élément doivent être mises entre une séquence ouvrante et fermante, un all ou un all ouvrante ou fermante ou un choice ouvrante et fermante, mais ne jamais mettre la déclaration de l'attribut d'un élément à l'intérieur de sa séquence, de son all ou de son choice. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à toutes ces considérations? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a fait le tour avec le XML schéma. Donc, on va essayer demain de faire, en tout cas, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui?
Il y a quelques... Monsieur, vous allez partager ce document.